Bonjour à toi, c'est Samuel. Dans ce nouvel épisode de l'Étincelle, je reçois le chercheur en économie politique urbaine, Antoine Guironnet, pour son livre L'Empire urbain de la finance, coécrit avec le géographe Ludovic Albert. Ce livre, c'est une enquête saisissante qui nous entraîne dans les coulisses de la gestion d'actifs immobiliers en France et dans lequel les deux auteurs montrent comment les fonds d'investissement et les sociétés foncières cherchent à imposer leur logique et critères financiers à l'État. Si le sujet peut sembler complexe, il nous semblait primordial d'en parler car il permet de comprendre comment une part croissante des lieux de notre quotidien sont détenus par une minorité et surtout comment certains s'enrichissent alors que nous sommes confrontés à une grave crise du logement et une précarité grandissante. Je te laisse avec Antoine, bonne écoute à toi et pense à t'abonner. Antoine Guironnet, bonjour. Bonsoir. Je suis très content de... C'est vrai qu'en plus on est en soirée. Je suis très content de te recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es chercheur associé à Sciences Po, docteur en aménagement et en urbanisme. Tu viens de sortir aux éditions à Amsterdam cet ouvrage, L'Empire urbain de la finance, pouvoir et inégalité dans le capitalisme de gestion d'actifs aux éditions Amsterdam. On va parler aujourd'hui de l'imbrication entre la finance et l'immobilier, donc un vaste sujet. Tout d'abord, pour commencer cet entretien, je souhaitais t'interroger sur pourquoi les capitalistes s'intéressent-ils autant à l'immobilier et à partir de quand ça a commencé, puisque ça va tout le long de cet entretien et autant commencer par les bases, quoi. Merci pour l'invitation, Samuel. Je suis très content et on est très content avec mon co-auteur Ludovic de pouvoir parler de ce livre. Donc, en fait, ces liens entre immobilier et capitalisme, ils ont une assez longue histoire en réalité. Schématiquement, en fait, on peut distinguer deux situations, deux rapports entre l'immobilier et les capitalistes. Bon, la première, c'est assez classique. L'immobilier, en fait, ça peut être un facteur de production, c'est-à-dire que les terrains et les usines, ça va être considéré du point de vue de la production. Par exemple, est-ce que ça va permettre de produire de manière plus efficace? Et donc ça, c'est par exemple ce qu'on a vu se développer au 19e siècle avec des familistères, etc. Donc des chefs d'entreprise industriels, en fait, qui investissaient dans l'immobilier comme appareil de production et aussi pour loger leurs ouvriers, qu'ils aient des loisirs, etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, qui est au centre de ce livre, c'est que l'immobilier, ça peut aussi être un objet d'accumulation à part entière. Donc là, c'est plus un moyen de production dans le procès d'accumulation du capital, dans le procès de production des marchandises, mais ça devient une marchandise en soi, en fait, l'immobilier. Et ça repose sur un mécanisme assez classique et assez ancien, qui est la rente foncière, donc c'est-à-dire la capacité d'un propriétaire, en fait, à accumuler du capital, soit à travers des loyers qu'un locataire va lui payer, soit à l'occasion, en fait, de la revente de ces terrains ou de la revente d'un bien immobilier. Et pourquoi je dis que ça a une longue histoire? C'est qu'en fait, ça a une histoire de plusieurs siècles. Cette rente foncière, en fait, le fait que l'immobilier devienne une marchandise, le sociologue Christian Topalov le montre bien, on reprend ses travaux dans le premier chapitre. En fait, il y a eu tout un ensemble de changements qui se déploient à partir du XIIe siècle. Donc il a fallu que, en résumé, la propriété féodale laisse la place à la propriété bourgeoise. Et puis, il a fallu aussi qu'il puisse avoir un commerce des titres immobiliers. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Un commerce des titres de propriété, que moi, je puisse te revendre, en fait, à toi, le droit, une fois que tu seras propriétaire, d'acquérir du capital à travers ces loyers et cette plus-value à la revente. Et en fait, ça, dès lors, ça va intéresser les capitalistes comme support, en fait, d'accumulation de richesses. Tous les capitalistes, en fait, en général, et en particulier, de plus en plus, un certain type de capitalistes qui vraiment nous intéresse dans ce livre, qui sont des acteurs de la finance, qui vont s'immiscer comme ça, progressivement, dans l'immobilier et en fait aussi dans d'autres types dont on ne parle pas dans le livre, mais de propriétés urbaines qui sont les infrastructures. Et ce lien, en fait, il se cristallise vraiment à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Okay. L'exemple classique,
c'est le pari d'Haussmann. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a une imbrication de l'urbain et de la finance via l'immobilier à travers le développement d'une propriété urbaine actionnariale. Avec les frères Perrer notamment. Exactement, absolument. C'est-à-dire une propriété urbaine actionnariale, c'est le fait que, en fait, des investisseurs, des ménages donc plutôt fortunés, vont investir dans l'immobilier, pas en direct, mais plutôt, par exemple, en achetant des actions des sociétés montées par les frères Perrer. Et il va y avoir aussi des compagnies d'assurance. Donc ça va être les deux grands principaux acteurs de la finance au 19e siècle dans l'immobilier. Les sociétés foncières qui, pour certaines, sont cotées en bourse, comme la société foncière lyonnaise, qui existe encore aujourd'hui, et puis des compagnies d'assurance. Et pourquoi ça se cristallise à cette période-là ? C'est que avec le pari d'Haussmann, en fait, et en réalité avec le Second Empire, il y a deux facteurs propices. Il y a une politique de grands travaux d'aménagement urbain qui est fait pour donner du travail à la main-d'œuvre, en se souvenant de ce qui s'était passé en 1848 avec le désœuvrement des ouvriers. Donc l'idée, c'est de les mettre au travail. C'est ce qu'on connaît de manière plus classique, faire des grandes artères pour favoriser le maintien de l'ordre, et puis aussi développer la consommation de la bourgeoisie. Donc politique de grands travaux, qui s'appuie aussi sur des lois qui vont permettre en fait des expropriations, des assemblages de terrain, donc vraiment des transformations urbaines très, très fortes. Et de l'autre part, afflux des capitaux des marchés financiers, puisque c'est à cette époque en fait qu'on a l'essor de grandes banques et du marché boursier. Ok, donc il y a vraiment après une imbrication aussi de l'État dans ce secteur-là. Absolument, en fait, et c'est une constante qu'on va retrouver ensuite, c'est que cette imbrication de la finance et de l'urbain via l'immobilier, en fait, elle est travaillée, elle est structurée par des politiques d'État et par deux grands types de politiques d'État. En fait, c'est d'un côté des politiques financières, qui vont favoriser par exemple l'essor de certains investisseurs qui vont avoir capacité à drainer des capitaux comme ça, à les collecter et puis à les investir. Et puis des politiques d'aménagement en fait qui, entre guillemets, en face de l'offre de capitaux, amènent des supports d'investissement, des opportunités d'investissement. Pour compléter ce que tu viens de dire, et revenir un peu sur le rôle sur le premier chapitre notamment de ton ouvrage, où tu reviens sur les frères Perrer et l'évolution notamment du secteur financier dans l'immobilier. Je souhaitais t'interroger notamment sur l'imbrication du secteur des banques, notamment de Goldman Sachs, donc que tu évoques, tu intitules le chapitre des frères Perrer à Goldman Sachs. À partir de quand justement ces institutions-là aussi importantes vont commencer à s'intéresser à l'immobilier, et donc à partir de quelle phase elles aussi s'intéresser à ce secteur-là? Effectivement, en fait, dans le chapitre 1, l'idée, c'était de faire une histoire au long cours de ces liens entre finance et immobilier, aussi pour écarter en fait une vision un peu trop myope et qui considérerait en fait que la phase de financiarisation contemporaine, donc le fait qu'il y ait un rôle de plus en plus important des capitaux, des acteurs, des outils de la finance de marché dans l'immobilier, soit quelque chose de totalement inédit. En fait, ça s'inscrit dans une histoire longue des flux et des reflux des capitaux des marchés financiers dans le cadre bâti urbain des villes. Et c'est donc les prémices au Second Empire. Mais en fait, il va y avoir trois grandes phases qui vont être trois phases où graduellement, en fait, et avec des formes de continuité aussi, mais avec des évolutions notamment dans le poids et le type d'acteurs impliqués, il va y avoir cette place des acteurs de la finance, donc pas seulement en fait des banques, mais ça peut être des compagnies d'assurance ou des sociétés foncières qui sont effectivement cotées en bourse.
Dans ce livre, tu t'intéresses notamment à un acteur très important, c'est les gestionnaires d'actifs. Avant d'en venir plus profondément, plus précisément dans cette question, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire d'actifs? Alors, un gestionnaire d'actifs, c'est un intermédiaire, en fait, financier. C'est un acteur de la finance qui va collecter des capitaux auprès de certains États, d'entreprises ou de ménages, donc, ou d'investisseurs institutionnels. Donc ça va être des fonds souverains, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Donc d'une part, il collecte ces capitaux et d'autre part, il se charge de les faire fructifier en les plaçant dans différents produits d'investissement ou dans différents secteurs. Donc en fait, classiquement, les principales formes de placement, c'est les actions des entreprises cotées en bourse ou la dette souveraine, les obligations d'État, donc les bons du Trésor américain ou la dette souveraine française. Donc, il travaille pour des particuliers, notamment. Absolument. Il travaille pour des particuliers ou pour ces investisseurs institutionnels qui eux-mêmes, en fait, collectent des capitaux donc, on a une espèce d'emboîtement comme ça de différents intermédiaires, mais les gestionnaires d'actifs, c'est vraiment la cheville ouvrière qui est à l'articulation entre ces acteurs des marchés des capitaux et différentes opportunités de placement. Donc, j'évoquais plutôt des placements financiers et ensuite, il va y avoir des placements immobiliers. Okay. Puisque, typiquement, ces compagnies d'assurance, ces fonds souverains, ils vont réserver 5 à 10% de leurs placements dans l'immobilier pour essayer de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc de ne pas investir qu'en actions Apple ou en dette d'État. Et, pour des choses un peu moins volatiles aussi. Alors l'idée, effectivement, c'est des choses réputées moins volatiles. Après, on peut s'interroger, puisqu'on sait qu'il y a régulièrement des formations de bulles sur les marchés immobiliers qui finissent par exploser. Donc, il y a aussi de la perte. Mais donc, ces gérants d'actifs, une fois qu'ils ont collecté ces capitaux, ils vont se charger de les investir, et notamment dans l'immobilier. Donc, en fait, eux, ils sont vraiment à la frontière entre la finance, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir des investisseurs en disant « On vous vend, en fait, un produit qui, sur 10 ans, va vous rapporter 5% par an. » Et ils se chargent, dans le même temps, de traduire, en fait, cette promesse de taux de retour sur investissement en paramètres immobiliers. Donc, en face de ces 5%, de mettre des villes, des types de biens, par exemple du logement, du bureau ou des commerces, des quartiers, des types de locataires, etc. Donc, ils sont vraiment à la frontière entre ces deux mondes. Leur modèle économique, c'est donc de vendre un service d'investissement et une expertise très pointue, puisque, par exemple, pour prendre un très gros investisseur institutionnel, le fonds de retraite des enseignants de l'État de Californie, CalPERS, l'immobilier, il n'est pas du tout spécialisé, cet acteur. Donc, comment peut-il savoir s'il est plus intéressant d'acheter un centre commercial à Tokyo ou un bureau à la Plaine Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis? Donc, c'est pour ça qu'il va déléguer ses investissements à ces gérants d'actifs qui vont se charger, moyennant commission, en fait. Eux, ils ont un intéressement. Donc, il y a des frais de gestion et puis un intéressement au résultat. Et puis, donc, ils vont acheter ces bâtiments et ils vont les mettre en location. Et donc là, on retrouve ce qu'on expliquait au début. Ensuite, ils vont accumuler, ils vont faire fructifier les capitaux de leurs clients investisseurs. Au travers de rentes, de loyers. Absolument. Au travers de rentes de loyers que vont payer, par exemple, les locataires du centre commercial des Halles au centre de Paris ou les locataires d'un immeuble de bureau à la Défense. Et puis, au loyer, généralement, s'ajoute... alors, c'est pas mécanique, mais ils espèrent faire aussi une plus-value quand ils vont revendre l'immeuble de bureau ou le centre commercial au bout de quelques années. On parlait juste avant de l'État. Et pour faire le lien entre l'État et les gestionnaires d'actifs, tu parles à un moment de la phase néolibérale dans les années 80, et notamment du fait que cette phase néolibérale va accélérer le développement des gestionnaires d'actifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase-là ? Oui, absolument. En fait, donc tout à l'heure, je parlais de 3 phases. Très rapidement, donc à la suite du Second Empire, il y a une première phase qui est celle de la Troisième République,
où là, vraiment, ce qu'on commence à voir au Second Empire se développe très fortement avec ces sociétés foncières cotées en bourse, ces compagnies d'assurance. La deuxième phase, c'est à partir des années 60, ça renvoie plutôt aux 30 Glorieuses, où là, on a déjà des premiers fonds immobiliers qui se montent. Il continue à y avoir des sociétés foncières cotées en bourse. L'État, à nouveau, met en place des incitations fiscales, etc. Et la troisième phase à laquelle tu fais référence, c'est cette dernière phase d'imbrication finance immobilier. C'est les années 80. Et en fait, ce qui va se passer pendant ces années 80, ça va préparer le terrain, entre guillemets, ou en tout cas, ça va déboucher sur cet avènement de la gestion d'actifs. Alors, si on devait caractériser ce qui se passe dans les années 80, en fait, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a une décentralisation des compétences, c'est-à-dire que l'État transfère certaines compétences aux collectivités et en particulier les compétences d'urbanisme, donc par exemple l'instruction et la délivrance des permis de construire, les programmes d'occupation les plans d'occupation des sols, ce qui s'appelle aujourd'hui les PLU, les programmes locaux d'urbanisme. Et donc, en fait, des collectivités, en particulier des communes, vont lancer, notamment à Paris, des grands projets en se servant notamment de l'immobilier tertiaire pour équilibrer les projets, pour tirer les dynamiques en fait, des différents projets d'urbanisme. L'autre plan auquel tu faisais référence, c'est qu'il y a des politiques de libéralisation. Il y a des politiques de libéralisation de la construction, puisque l'État, en fait, autorise la construction de bureaux en blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il autorise un certain type d'opération qui consiste à, pour un promoteur immobilier, construire un bureau sans avoir d'occupant final. Donc, on construit, en fait, sans savoir qui occupera le bureau. Donc, il y a un fort risque, puisqu'en fait, on construit sans savoir si, finalement, on pourra louer le bureau ou le revendre à une société qui souhaiterait l'occuper. Et la deuxième politique de libéralisation, c'est en fait l'État ouvre les vannes du crédit et donc les banques vont beaucoup prêter aux promoteurs immobiliers. En plus, il n'y a plus les talons or depuis, notamment aux États-Unis. Oui, tout ça s'encastre en fait dans un ensemble de transformations politico-économiques qu'on connaît bien. Et ce qui va se passer, c'est que ce couple, en fait, promoteur immobilier, marchand de biens d'un côté et banque, va en fait beaucoup produire. À ce moment-là, il y a déjà des compagnies d'assurance, en fait, et des foncières qui achètent une partie de l'immobilier de bureau. Et donc, cette machine, comme ça, va s'emballer et il va y avoir le gonflement d'une bulle immobilière qui va exploser. Et donc, en 91... Et à ce moment-là, en fait, c'est la faillite de beaucoup de promoteurs, de marchands de biens. En fait, les banques récupèrent en fait beaucoup de prêts défectueux ou d'opérations pas finies. Et les investisseurs institutionnels qui avaient beaucoup acheté, des grandes compagnies d'assurance comme GAN, etc., en fait, se retrouvent notamment avec des bureaux vides. Et à partir de ce moment-là, donc le marché en fait plonge et il y a un autre type d'investisseur qui était assez peu implanté sur le marché de l'immobilier français qui va arriver, qui sont des fonds en fait états-uniens, des fonds qu'on appelle des fonds vautours à l'époque, parce que en fait ils arrivent comme ça au plus bas du cycle pour acheter à moindre coût, à prix cassé, et puis attendre que ça redémarre et ensuite revendre. Et en fait, donc, ça va être des fonds comme Goldman Sachs, effectivement, qui est le plus connu, donc qui est en fait Goldman Sachs, une banque d'investissement états-unienne et qui avait donc sa filiale en fait de gestion d'actifs immobiliers. Ces fonds vont racheter beaucoup de créances, donc de prêts toxiques dont les banques ne veulent plus, vont racheter beaucoup de bâtiments vides aux investisseurs institutionnels. Et ça va avoir deux conséquences sur le marché. Déjà, ça va injecter à nouveau beaucoup d'argent frais, et donc ce qui va participer à la relance du marché, en fait. Et surtout, ils vont diffuser une nouvelle culture, qui est cette culture de la gestion d'actifs, avec
tout un tas, en fait, nouvelles approches et des nouveaux outils pour gérer l'immobilier de façon beaucoup plus active, donc en cherchant par exemple à modéliser les retombées en fait de cette rente foncière dont on parlait. Analyser les profits. Voilà, analyser les profits, calculer combien les loyers futurs vont les rapporter. Ils vont avoir aussi beaucoup plus tendance à avoir recours à l'endettement. Donc en fait, ils vont importer toute une manière de faire. Il y a des professionnels de l'époque qui disent en fait que comme aussi il va y avoir, ils vont s'implanter avec des équipes locales, ils vont embaucher pas mal de gens de l'immobilier en fait. Ça va faire des véritables écoles en fait. Et donc c'est comme ça que va se diffuser une culture qui en fait va rester et qui va transformer le marché, puisque eux en fait voilà, ils vont investir massivement et puis assez rapidement en fait ils vont sortir du marché, mais entre-temps aura eu lieu cette bascule et ce développement en fait de la gestion d'actifs immobiliers. Et du coup, aujourd'hui, en France, comment ça structure ce marché des gestionnaires d'actifs? Parce qu'il me semble dans l'ouvrage, et on pourra le mettre aussi dans la vidéo, ça structure, tu montres une carte notamment du fait que les acteurs, ils sont énormément à Paris. Qui sont les plus gros acteurs, les plus gros gestionnaires d'actifs? Comment ça s'organise ce secteur? Et surtout, comment expliquer cette implémentation très forte ici à Paris en fait, de ces gestionnaires d'actifs? Alors en fait, le secteur il va structurer dans les années 2000. Il y a deux principaux pôles. Le premier pôle, c'est des sociétés foncières qui ne sont pas forcément cotées en bourse, mais les plus grosses, en fait, elles le sont. Et elles sont tu parles d'Unibail notamment. Voilà, d'Unibail, de Gecina notamment. Donc Unibail, qui s'appelle aujourd'hui Unibail Rodamco Westfield, puisqu'ils ont fusionné d'abord avec une société néerlandaise, puis récemment avec des Australiens, enfin il y a quelques années. Donc Unibail, qui est propriétaire de nombreux centres commerciaux, celui des Halles à Paris, Euralille, Pardieu à Lyon, etc. Gecina, qui est un gros propriétaire d'immobilier de bureaux. On pourrait citer Clépierre aussi, qui est un gros propriétaire de centres commerciaux, notamment dans les métropoles régionales. En fait, ces sociétés foncières, elles font de la gestion d'actifs. Alors, leurs clients, c'est des actionnaires qui achètent des parts de ces sociétés cotées en bourse. Et pour leur verser des dividendes, ces sociétés, eh bien, à nouveau, elles, en fait, leur reversent les bénéfices qui sont tirés des loyers et des plus-values. C'est un secteur qui est assez concentré. Le deuxième pôle, c'est des gérants de fonds. Dans le jargon, on appelle ça des sociétés de gestion de portefeuille. Alors eux, ces sociétés, elles vont monter des fonds immobiliers. Et le principe, en fait, est le même. En fait, la forme change, mais le principe est le même. C'est aller chercher à nouveau les capitaux des clients particuliers, donc des ménages qui auraient de l'épargne à placer, ou des clients institutionnels comme les fonds de pension. Constituer un tour de table comme ça. Et puis, une fois qu'ils ont récolté les capitaux, en fait, le fonds va acheter, récupérer les loyers, etc., etc. Alors ça, c'est les deux principaux pôles. Il y a une petite variante qui est que certains des investisseurs institutionnels, comme les compagnies d'assurance, qui sont typiquement, historiquement, on l'a dit, présentes dès le 19e siècle, donc il y avait déjà un gros patrimoine, elles ont des équipes de gestion d'actifs en interne. Donc voilà, c'est pas toujours, ça passe pas toujours par un intermédiaire qui serait un tiers intermédiaire. Et il y a deux choses sur ce secteur quand on cherche à le circonscrire, c'est que au-delà de ces deux pôles et de la variante que je viens d'évoquer, c'est un secteur très homogène. Au sens où, en fait, quand nous, on a fait beaucoup d'entretiens avec des gérants d'actifs, que ce soit de foncières ou de gérants de fonds, et en fait, au-delà de ces formes distinctes, de ces statuts, ils travaillent avec les mêmes catégories, les mêmes outils, et ils ont des critères d'investissement qui sont sensiblement similaires. La deuxième chose, c'est qu'en plus d'être un secteur très homogène, c'est un secteur qui est très fortement concentré. Il y a 3 manières dont c'est concentré. La première, c'est que ça centralise
beaucoup de capitaux. Donc, à l'échelle, pour donner un repère, à l'échelle mondiale, le marché, ça serait 11 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est énorme. C'est significatif. Et en France, si on se concentre juste sur en France, c'est 365 ou 385 milliards d'euros avec une progression assez forte puisque ça s'est développé de 85% en 10 ans. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un effet de croissance très forte et d'accélération. C'est en plus une entreprise, c'est un secteur qui a une concentration économique. C'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de capitaux qui convergent vers ce secteur, mais ce secteur est composé d'un très faible nombre d'acteurs qui font la pluie et le beau temps sur l'immobilier. Donc, si on prend les foncières, ce qu'on a calculé, c'est qu'il y a 32 foncières, et si on prend seulement le top 5, c'est 75% de la capitalisation en fait de toutes des 32 foncières. Et si on prend en fait ensuite les sociétés qui gèrent des fonds, les sociétés de gestion de portefeuille, on a aussi des niveaux de concentration assez forts. Et dernière chose, c'est ce que tu évoquais, c'est une concentration qui est ultra-parisienne, concentration spatiale. En réalité, ce qui est fou, c'est quand on fait des entretiens dans ce milieu, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est un très petit milieu. Ils sont dans les mêmes salons et tout. Voilà, donc c'est un petit milieu social et spatial. C'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde, et pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils sont la 9/10 des sociétés sont localisées dans le quartier central des affaires parisien, donc l'ouest parisien. Et donc, en fait, quand on va faire des entretiens, il suffit de descendre à Miromesnil, par exemple, et on fait tout à pied, et on peut limite avoir 2 entretiens dans la même matinée, puisqu'en fait, on va 3 rues plus loin. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte, en fait, et donc, cette proximité spatiale, c'est le vecteur d'une interconnaissance personnelle très forte, et donc il y a beaucoup aussi de circulation, de gens qui travaillent 2 ans pour un fonds, puis qui vont ensuite travailler 4 ans pour un autre. Donc ils viennent aussi des mêmes écoles, ce que tu montres. Absolument, c'est des gens généralement qui viennent d'écoles de commerce. Il y a eu certains masters spécialisés en finance de l'immobilier, notamment à Dauphine, qui ont été montés et qui participent comme ça à l'institutionnalisation et la diffusion de cette culture de la gestion d'actifs immobiliers et aussi être ensemble dans le même endroit. Oui, c'est le vecteur de toute une sociabilité, de fréquenter les mêmes petits déjeuners, les mêmes conférences. Et puis, ça, on le discute aussi, ça a des effets aussi sur leur vision du monde, puisqu'en fait, ils voient les possibilités d'investissement depuis Paris. Il y a quelque chose que tu évoques dans l'ouvrage, c'est énormément la place de la titrisation. Quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai pensé énormément au film The Big Short et notamment à cet aspect-là de la titrisation, parce que pour ceux qui ont vu, c'est ce qui amène la crise des subprimes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? Comment ça va justement bouleverser cette façon dont on aborde la question de l'immobilière et surtout ces gestionnaires d'actifs-là, comment ça va bouleverser en fait l'imbrication entre la finance et l'immobilier ? Absolument. Alors j'adore The Big Short aussi. Ouais, il est incroyable ce film. Ouais, j'aime beaucoup et je trouve que c'est un bon film aussi parce qu'il y a tout un aspect didactique en fait. Et je trouve que ça rejoint ou ça fait écho avec ce qu'on avait voulu faire avec ce livre, c'est en fait démythifier, déconstruire toute la complexité en fait dans laquelle se drape ce secteur de la finance pour en fait essayer de donner prise au moins intellectuelle aux gens pour comprendre en fait ce qui a des effets sur la vie quotidienne en fait. Donc en fait, The Big Short, ce qui montre effectivement, c'est la face la plus connue de la titrisation qui a mené à la crise financière globale de 2007-2008, à savoir que on regroupait, en fait, il y avait toute une industrie de la finance adossée à l'immobilier qui transformait des prêts immobiliers en produits d'investissement en faisant des paquets de prêts comme ça et en les revendant sur les marchés financiers.
Ça, c'est l'aspect le plus connu de la titrisation. Et en fait, plus généralement, la titrisation, ça renvoie à cette idée qu'on transforme la pierre, donc quelque chose de fixe, en un titre de papier, donc quelque chose qu'on peut en fait s'échanger sur les marchés financiers. Et donc en fait, il y a des techniques, des instruments de la titrisation qui facilitent cette financiarisation, qui en sont le vecteur. Donc il y a la cotation boursière, en fait, le fait qu'une société foncière en fait, soit cotée en bourse et donc qu'on puisse acheter ou vendre ses parts quasiment dans la minute, en fait. Et puis, en fait, les fonds d'investissement, c'est aussi une technique de titrisation, puisque ça permet à des clients investisseurs, si par exemple, toi ou moi, on achète une part d'un fonds Blackstone, en fait, on va être propriétaire d'une part de ce fonds, qui, le fonds, est lui-même propriétaire de l'immeuble. Donc, ça permet deux choses. Déjà, ça permet d'avoir accès à des opportunités d'investissement qui, sinon, seraient trop chères pour des investisseurs qui n'ont pas forcément 50 millions d'euros en poche. Ce serait compliqué. Enfin, pas pour moi. Moi non plus. Et puis, ça crée en fait une liquéfaction de l'immobilier, puisque par exemple, l'investisseur qui a acheté des parts de fonds n'est pas, s'il souhaite en fait sortir du fonds. Alors tout ça, généralement, est défini contractuellement. Il y a des périodes minimales où il faut rester. Mais au-delà de cette période minimale, on peut revendre en fait sa part de fonds sans attendre que l'immeuble soit revendu. Et en fait, revendre une part de fonds, c'est beaucoup plus facile et direct. Ça prend moins de temps. C'est beaucoup moins encastré dans la ville. Quelques secondes sur une... Ça se fait plus ou moins en quelques secondes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme ça une liquéfaction de l'immobilier par ces différentes technologies, la cotation boursière et ces parts de fonds. Ces instruments, pour certains, on l'a dit, ils existent depuis longtemps. La société foncière lyonnaise, qui est la doyenne des foncières cotées en bourse, elle a 150 ans. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des instruments qui ont remis ça au goût du jour dans les années 2000. Je pense qu'on en parlera après. Ouais. Pareil pour les fonds, en fait. La pierre papier, ce qu'on appelait la pierre papier, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont en fait des sortes de fonds. Des SCPI. Et absolument, ça s'est développé, en fait, à la fin des années 60. Mais sur ce même modèle, il y a eu d'autres types de fonds en fait, qui ont été créés dans les années 2000. Donc en fait, l'État a multiplié les différents instruments comme ça de titrisation, si on veut aller par là. Et ça s'est accompagné d'une très forte croissance en fait, des capitaux qui sont placés dans l'immobilier à travers ces différents instruments. Donc un des effets, ça a été que ça a généré, en fait, ça a drainé toute une épargne qui a été investie sur le marché de l'immobilier en France et en particulier, je pense qu'on détaillera tout à l'heure, mais sur certains marchés comme l'immobilier de bureaux parisiens. Le deuxième effet, c'est aussi que ça alimentait en fait le gonflement de bulles en fait, alors qui n'ont pas explosé, mais il y a eu depuis plusieurs années en fait, il y a un très fort. Il y a des craintes. En fait. Voilà, il y a des craintes, il y a plusieurs régulateurs, notamment on en parle dans un des chapitres, mais le Haut Conseil de stabilité financière qui a été créé en 2016 par l'État et qui a tiré la sonnette d'alarme en fait à un moment en évoquant le fait qu'il y avait peut-être une survalorisation de l'immobilier de bureau du fait d'investissements en fait très, très forts et de certaines techniques de calcul de loyer. Tu parlais des SCPI, tu as fait tout un chapitre dans l'ouvrage, enfin vous faites tous les deux un chapitre dans l'ouvrage sur la manière avec laquelle les politiques construisent des lois, des politiques publiques pour développer justement ce secteur-là, le fait que les gestionnaires d'actifs vont de plus en plus aller se tourner vers l'immobilier.
Tu prends notamment à un moment une intervention de Pierre Moscovici, aussi le vote d'une loi d'un député Les Républicains, il me semble, avec les SIC, etc. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la manière avec laquelle l'État, justement, va faciliter ce développement? Effectivement, c'est une constante historique, j'ai déjà dit, ce rôle de l'État. Et de ce point de vue-là, le développement de la gestion d'actifs immobiliers dans les années 2000 ne fait pas exception à la règle. L'État a eu un rôle clé, principalement à travers deux types d'interventions qui vont faciliter la création et la croissance de ce secteur en lui ouvrant en fait les portes du marché immobilier. Premier type d'intervention, d'une part, c'est que, on l'a dit, l'État crée un ensemble d'instruments. Donc c'est les SIC, les sociétés d'investissement immobilier cotées, qui sont donc les foncières qui sont cotées en bourse que j'évoquais, qui sont créées en 2002. Et puis ensuite les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier. Donc désolé pour le jargon, mais c'est une forme particulière de fonds immobiliers. Et en fait, l'État va non seulement créer, donc fournir un cadre juridique pour ces instruments qui vont drainer des capitaux, mais va rendre attractifs ces instruments à travers tout un tas d'incitations fiscales qui sont mises en place pour attirer en fait ces capitaux dans ce type d'instruments d'investissement immobilier. Donc d'un côté, il y a des politiques publiques qui amplifient l'offre de capitaux. Et de l'autre, en face, deuxième type d'intervention, il y a des politiques publiques qui vont soutenir le développement du marché de la location. Et donc, ça va fournir, en face de cette offre de capitaux, des opportunités d'investissement. D'une part, l'État va à nouveau, à coup d'incitation fiscale, encourager les entreprises qui, historiquement, étaient quand même assez majoritairement propriétaires de leur immobilier, à confier les clés de cet immobilier, à revendre cet immobilier à des fonds, à des foncières, et donc pour devenir locataires. Et donc en disant, voilà, si vous revendez pendant une certaine période, il y avait un article du Code général des impôts, le 210E, qui permettait d'avoir une fiscalité diminuée de 2 sur les plus-values réalisées à la revente. Et l'État est lui-même aussi, notamment en France, du fait de sa place importante, un propriétaire très important. Et pour les retraites des fonctionnaires notamment. Notamment. Et donc, et puis aussi pour tous les services publics. Qu'est-ce que l'État propriétaire ? C'est les administrations publiques de l'État, mais aussi des collectivités. On a aussi eu beaucoup d'entreprises qui ont été nationalisées, etc. Et donc, dans toutes ces parties de l'État, il va y avoir une politique aussi de vente pour devenir locataire. Donc, exactement comme ce qui se passe en fait pour le secteur privé. Donc en fait, l'État, là, a une action qui contribue à cet établissement du secteur de la gestion d'actifs immobiliers. Si on résume, il y a 3 leviers de l'État. Un, c'est le cadre réglementaire, des lois, des codes, etc. 2, c'est un levier budgétaire, parce qu'en fait, toutes ces exonérations fiscales, en fait, l'État, c'est ce qu'on appelle des dépenses fiscales, c'est-à-dire que on préfère ne pas encaisser on se prive en fait des recettes futures qu'auraient pu payer des acteurs. Et puis c'est l'État à travers, donc je le disais, son patrimoine. Tu en parles dans l'ouvrage et j'imagine que le fait que des acteurs comme ça, des gestionnaires d'actifs, s'occupent autant des politiques publiques, notamment sur les questions de logement et tout, ce que tu montres dans l'ouvrage, c'est aussi que ça a un impact sur la ségrégation raciale, la ségrégation sociale. T'en fais vraiment un énorme chapitre, tu consacres vraiment un chapitre là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la manière avec laquelle justement ces gestionnaires d'actifs vont favoriser cette ségrégation raciale et sociale
en France, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays, je pense même aux États-Unis, j'imagine, où le secteur est plus important. Ah, effectivement, nous, c'est vrai que le livre, il porte spécifiquement Sur la France, sur la France, oui, à partir d'un ensemble de recherches au long cours qu'on a mené ces 12 dernières années. Alors, effectivement, dans ce cadre, en fait, régulatoire assez propice à leur développement, et d'autant plus propice qu'en fait, ils ont aidé à sa création, puisqu'il y a, voilà, il y a eu beaucoup de lobbying, une interconnaissance très forte entre certains sénateurs, effectivement, et certains lobbyistes. Et puis aussi, voilà, un cadre d'austérité qui pesait sur l'État, qui fait qu'on préfère, en fait, faire de la dépense fiscale plutôt que des dépenses directes. Les gérants d'actifs sont devenus assez puissants sur certains marchés et ont des critères d'investissement très sélectifs. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas n'importe où, ni dans n'importe quoi, et ils ne louent pas leur bâtiment à n'importe qui. Alors, quand on fait un peu la cartographie de leur patrimoine et puis qu'on les interroge pour savoir où ils investissent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une très forte sélectivité socio-spatiale. Ça veut dire que, en fait, ils ciblent vraiment certains territoires en particulier. Donc, grosso modo, c'est la région parisienne qui récolte 70% des investissements. Et à l'intérieur de la région parisienne, il y a aussi des inégalités interurbaines puisqu'ils vont investir dans certains quartiers et pas dans d'autres. Et donc, pour ce qui est de l'immobilier de bureau, dans les principaux pôles d'affaires. Pareil, dans quoi ils investissent, très peu dans le logement en réalité, beaucoup plus dans les bureaux, qui sont vraiment leur domaine de prédilection, mais aussi les commerces, les plateformes logistiques et certains types de logements très spécifiques, les résidences étudiantes, les résidences seniors. Orpea, par exemple, alors même Orpea ou par exemple, il y a d'autres gros acteurs comme ICAD qui est issu qui est dans la galaxie de la Caisse des dépôts, qui avait pendant longtemps une branche santé. Donc propriétaire d'immobilier de santé. C'est aussi un ciblage de certains bâtiments. Donc par exemple, si on prend l'immobilier de bureau, ils vont tendanciellement préférer acheter des bâtiments massifs, donc c'est-à-dire 15 à 30 000 m², proches des transports en commun, une architecture assez banale et standardisée sur plateau, qu'on peut facilement rediviser au cas où un locataire nous fait faux bond et donc on n'a plus un seul locataire sur 30 000 m², mais qu'on doit le relouer à deux entreprises en faisant 2 fois 15 000 m². Et puis, c'est des bâtiments monofonctionnels, c'est-à-dire que généralement, c'est un immeuble de bureau d'un seul tenant, peut-être avec un commerce en bas, mais ils sont très rétifs, au-delà des discours qu'il peut y avoir et qui sont apparus récemment. Ils sont très rétifs à la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire le mélange de bureaux et de logements, par exemple, que ce soit au sein d'un même bâtiment ou même au sein d'un quartier. Ils préfèrent que les immeubles de bureaux soient groupés, en fait, pour un peu que ça fasse quartier d'affaires, parce que, selon eux, c'est plus identifié par des locataires. Et donc, ils auront plus de chances en fait, de louer si ils sont dans un quartier d'affaires bien connu. En fait. Et ils attirent aussi un certain type de profil, un certain type de gens plus facilement. Absolument. Et ils louent, et ils louent en fait, à des entreprises qui sont essentiellement des grandes entreprises qui sont en fait capables de louer beaucoup de mètres carrés d'un coup sur des baux de longue durée de 9 à 12 ans. Et tout ça, en fait, c'est non seulement parce qu'ils perçoivent ça, que c'est plus sécurisé pour eux, de leur point de vue, mais aussi que ça leur demande moins de travail, en fait. Ça demande moins de travail d'avoir à budget d'investissement équivalent, d'avoir un immeuble de bureau avec 3 grands locataires, plutôt que d'avoir 10 immeubles de logement avec 100 locataires. Donc en fait, pour eux, c'est un peu tendanciellement,
la cartographie de leurs critères d'investissement. Il y a des nuances. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'il y a des marchés où ils sont très puissants, donc typiquement l'immobilier de bureau, et en particulier dans la métropole parisienne, où ils sont surreprésentés. Et puis, à titre d'exemple, si on regarde la ville de Paris, si on zoome sur la ville de Paris, donc il y a plusieurs estimations qui disent que 1 mètre carré sur 2 des bureaux appartiendraient à ce type d'acteurs à Paris. Et si on zoome sur le quartier central des affaires dont on parlait tout à l'heure, donc le 8e arrondissement par exemple, le 17e, etc., ça serait 100%, selon certaines estimations, des bureaux qui appartiennent à ce type de fonds. Par contre, si on regarde d'autres types d'immobilier comme le logement, ils sont historiquement plutôt sortis dans un mouvement de retrait par rapport au logement, si bien qu'à l'échelle nationale, ils représentent que 2% en fait, des propriétaires de logements. Donc voilà, il faut en fait leur capacité à avoir du pouvoir du fait en fait de leur statut de propriétaire varie selon les types de territoires et selon les types d'immobilier qu'on regarde. Est-ce que, pour approfondir cette question d'impact des gestionnaires d'actifs sur un territoire, tu parles aussi dans l'ouvrage des questions socio-économiques et climatiques aussi. On voit qu'il y a énormément ces dernières années de développement de fonds ESG, de fonds verts, tu en parles. Comment ils vont s'adapter justement à ces changements-là, socio-économiques, climatiques, qui arrivent, qui sont en cours et qui sont bien visibles? Quels sont les impacts et surtout, est-ce que ce n'est pas pour eux une manière aussi de générer de nouveaux profits en fait? Alors, pour répondre, il y avait un édito dans un journal de la profession qui est Businessimo, qui est assez central dans ce secteur, qui titrait l'ESG, donc c'est environnement social et gouvernance, donc avant ce qu'on appelait l'investissement socialement responsable, qui se demandait si l'ESG allait sauver le TRI, donc le taux de rentabilité interne. Donc ça, c'est un premier indice sur comment en fait ils voient ça effectivement comme en fait un front pionnier pour l'accumulation du capital. Alors, nous, on a regardé ça dans les années 2010. À l'époque, on parlait beaucoup de développement durable et c'était un moment assez charnière puisque c'est à ce moment-là que ce secteur a commencé à s'intéresser en fait à ces questions de développement durable et en l'occurrence de consommation énergétique. Pourquoi en fait? Pas de leur propre initiative, mais parce que le législateur a mis en place, à travers différentes lois, donc les lois Grenelle, des obligations en la matière, et notamment des obligations de diminuer les consommations énergétiques des bâtiments existants pour l'immobilier tertiaire, donc non-logement, de moins 38% de mémoire d'ici 2030. Donc, ce qui était assez important et ce qui créait tout de suite, du point de vue de ces acteurs, un risque assez simple. C'est un risque d'obsolescence réglementaire, c'est-à-dire de ne pas être aux normes et donc d'avoir mécaniquement une destruction de capital puisqu'il ne serait pas aux normes. Donc, forcé et contraint, avec ce premier aiguillon, et en fait qui s'est poursuivi par différentes lois au niveau national et européen, la profession a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelait donc à l'époque le développement durable. D'une part, il y a à nouveau eu une mobilisation collective avec des tentatives de lobbying pour s'assurer que les décrets d'application de ces objectifs de loi Grenelle ne seraient à minima pas contraires à leurs objectifs d'accumulation de capital. Au niveau des organisations, il y a eu des directions de développement durable qui ont été créées, des nouveaux indicateurs, etc. Mais quand on regarde leur pratique d'investissement et leur manière de calcul, rien ne change. Rien ne change. En fait, il n'y a pas eu d'aggiornamento.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché littéralement à prendre en compte le développement durable. Donc le développement durable qui était souvent réduit là à des indicateurs comme est-ce qu'un bâtiment a un label haute qualité environnementale, donc HQE. Et donc l'idée, c'était d'essayer de modéliser quelles allaient être les retombées par rapport au loyer ou au prix de vente du fait que ce bâtiment était considéré comme vert ou pas. Et donc, il y a depuis, et en fait, ça n'a pas fini, mais depuis cette époque, il y a toute une réflexion et une quête de cette valeur verte qui essaye de modéliser ces retombées et de voir si, par exemple, on va pouvoir avoir un loyer plus important parce que l'immeuble est vert ou on va pouvoir mieux le revendre. Bon, en réalité, ce qui se passe, voilà, il y a une controverse. Il y a des gens qui disent c'est pas qu'il y aura un surloyer, c'est juste que c'est les autres qui ne seront pas verts qui vont baisser. Donc il y aura une décote brune, mais donc un immeuble vert maintiendra sa valeur. Et alors il y a toute cette controverse autour de la valeur verte, mais au-delà de cette controverse qui est toujours pas tranchée, il y a un enjeu crucial là pour les gérants d'actifs qui est une forme de relégitimation en fait à la fois vis-à-vis du régulateur et puis vis-à-vis de leurs clients aussi. C'est-à-dire dire aux investisseurs institutionnels qui eux-mêmes ont des contraintes réglementaires ou d'essayer d'attirer certains jeunes investisseurs particuliers qui pourraient peut-être être plus sensibles à ce type d'arguments. Il y a un enjeu en fait de montrer qu'on a des fonds verts, qu'on a une politique d'investissement vert, y compris aussi parce que les différents marchés immobiliers sont en concurrence. Et donc, si le tournant vert est pris plus rapidement en fait aux États-Unis, les clients investisseurs risqueraient en fait de retirer leurs billes et puis d'aller les mettre dans des fonds sur d'autres marchés immobiliers. Ce qu'avait montré aussi Edouard Morena dans son bouquin sur les ultra-riches qui s'intéressent aussi aux questions du réchauffement climatique. Oui, absolument. Plus généralement, au-delà de l'exemple que j'évoque, en fait, aujourd'hui, il y a un consensus en fait économico-politique sur l'enjeu en fait d'accéder aux capitaux de la finance pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, à la fois financer des actions d'atténuation, donc de diminuer en fait l'empreinte du cadre bâti qui en fait on s'en rend pas toujours compte, mais par rapport au transport ou à l'industrie, en fait le cadre bâti des villes pèse au moins autant, voire plus lourd en termes de consommation d'énergie carbonée. Et ça, on sait par ailleurs que l'activité de la construction est très polluante, etc. Donc atténuation. Et puis il y a aussi cette idée d'aller chercher les capitaux de la finance, et notamment ceux des gérants d'actifs, pour financer l'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Donc vraiment, il y a ces deux volets, et on voit comme ça un marché qui est en train de prendre. Face à tout ça, face à cette financiarisation de l'immobilier, face à cette place des gestionnaires d'actifs, tu évoques dans l'ouvrage la place aussi de l'État dans la création notamment du livret A avec la Caisse des dépôts et des consignations qui est très importante notamment dans le financement de l'immobilier, notamment les logements sociaux. Comment, à la fin, tu analyses notamment les différentes mobilisations qui ont lieu en France, mais il y en a très peu encore, tu le notes. Comment on peut se réapproprier le logement, qui, comme tu le disais au début de cet entretien, est une source de rente, une source de profit, pour que ça devienne vraiment le logement devienne vraiment une propriété d'usage et qu'on sorte de cet engrenage en fait. Et ça nous permettra aussi d'en venir à un acteur dont on n'a pas très peu parlé dans l'entretien, mais de Blackstone, que tu as évoqué tout à l'heure. Quel est son rôle et pourquoi il y a eu d'un seul coup une mobilisation, notamment à Marseille, contre cet acteur-là. Donc voilà, comment on peut aujourd'hui se réapproprier le logement qui a une place très importante, d'autant plus en ce moment avec l'accessibilité. C'est une vaste question et qui a une certaine actualité, effectivement, parce que le rapport Oxfam sur les inégalités du logement. Alors,
Il y a voilà, on pourrait se dire aussi que il faut des lois et qu'il faut que l'État en fait soit un acteur en fait de la régulation plus importante. C'est notamment certaines des propositions du rapport Oxfam de limiter l'accès au logement des acteurs de la finance. À cet égard-là, les différentes recherches qu'on a menées et qu'on présente dans le livre permettent de douter en fait, en tout cas de prendre avec précaution cette idée de solution étatique, puisque ce qu'on a vu, c'est que il y a quand même un consensus gauche-droite assez fort, et en fait, quand il y a eu l'alternance pendant le quinquennat de François Hollande, il n'y a pas réellement de changement, quoi. Il n'y a pas vraiment de changement, voire il y a des approfondissements. À l'époque, le PS promettait de supprimer les SIC. Voilà, il y a eu des ajustements sur des détails fiscaux, mais il n'y a pas eu de remise en cause. Pouvoir, on a cherché à s'appuyer sous le gouvernement Hollande. On a cherché à s'appuyer sur cette industrie pour financer du logement intermédiaire pour les classes moyennes. Au niveau local, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les collectivités territoriales sont un acteur très important du fait de la décentralisation. En fait, c'est elles qui ont en grande partie les mains sur les différents leviers qui jouent sur la captation de la rente foncière. Là aussi, par exemple, pour prendre le cas de Lyon, l'alternance politique entre une mairie et une métropole très entrepreneuriale sous Gérard Collomb et l'alternance écologiste, la nouvelle majorité écologiste, il y a un changement de discours, mais l'idée, c'est de continuer à travailler avec des acteurs de l'immobilier et notamment avec des gérants d'actifs. Alors, par exemple, à Part-Dieu, oui, il n'y a plus de tours qui vont être construites. Et l'idée, ça va plutôt être de réhabiliter les bureaux existants, ce qui renvoie à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce qui va très bien finalement avec l'idée de développer ce marché de l'immobilier vert, d'autant plus facilement que c'est le quartier des affaires lyonnais, donc les valeurs importantes vont permettre en fait peut-être d'absorber les coûts d'investissement. Donc l'hypothèse étatique appelle certaines précautions au vu de ce qu'on a pu voir. Il y a une autre hypothèse donc, que tu évoques, qui est celle de la mobilisation en fait, des habitants, des militants, qui spécifiquement contre ces acteurs de la finance est effectivement assez limité en France, précisément, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, parce que ces acteurs de la finance sont assez peu présents dans le logement, et donc plutôt sur d'autres créneaux qui sont moins politisés et qui semblent poser moins problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le logement, avec le rapport Oxfam, c'est qu'il y a une focalisation sur le logement en disant qu'il faut limiter la présence de ces acteurs dans le logement. Mais pour autant, leur présence dans l'immobilier de bureau, dans les commerces, dans les plateformes logistiques, ça a des effets sur la vie quotidienne. Ça a des effets sur, par exemple... les prix. Ça a des effets sur les prix, ça a des effets sur ce que je disais sur la mixité fonctionnelle. Eh bien, avoir des pôles d'affaires, on sait ce que ça fait une fois que les bureaux ferment, après 18h, 19h, c'est des espaces publics qui sont vides. Les plateformes logistiques, qui sont un marché d'investissement qui s'est très fort développé très fortement pour ces acteurs, on sait ce que ça cause en termes d'artificialisation des terres, etc. Donc, en fait, il y a si on dézoome un peu, au-delà du cas français, il y a quand même un ensemble de mobilisations contre ces acteurs dans des marchés, notamment où ils sont beaucoup plus présents, comme en Espagne. Donc, il y a des mobilisations locales, et puis il y a aussi des mobilisations à des niveaux transnationaux, entre guillemets, puisque l'ONU, par la voix, le Conseil des droits de l'homme, par la voix de ces deux anciennes rapporteuses sur le droit au logement convenable, avait essayé comme ça de dénoncer en fait et de faire du naming and shaming, notamment par rapport à Blackstone, en pointant du doigt en fait ces pratiques en matière de gestion des locataires, puisque donc Blackstone, qui est le plus gros fonds
dans la plus grosse société de gestion de fonds immobiliers. Je regardais là en venant, et je Une crois société américaine. une société états-unienne, effectivement, qui a 900 milliards d'actifs sous gestion. Énorme, qui est très présente dans le logement, notamment dans le marché des pavillons aux États-Unis, ou dans des immeubles collectifs, par exemple, qui a été très présente en Suède. En France, c'est plutôt la logistique pour Blackstone. C'est des gros investisseurs en logistique. Donc, la rapporteure Leilani Farah de l'ONU avait comme ça fait du naming and shaming, c'est-à-dire écrit une lettre à Blackstone et à différents gouvernements nationaux pour les mettre devant leurs responsabilités. Et ce naming and shaming, c'est en fait une des modalités qu'on voit d'un arc de contestation comme ça contre la financiarisation du logement en particulier et plus généralement de la production urbaine. Parce que ça peut réellement fonctionner, parce que c'est aussi une pratique qui est assez courante, notamment par rapport aux entreprises, du fait qu'il y ait soit des écarts de salaire très importants, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de recrutement d'un certain groupe de personnes, d'un certain groupe d'individus. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner, c'est difficile, c'est difficile à dire. Manifestement, ça n'a pas mis fin aux activités, de Blackstone. En soi, je ne sais pas si c'est suffisant. Par contre, ça peut prendre place dans un répertoire d'action à côté d'autres modalités de mobilisation, que ça soit des grèves de loyer, que ça soit des procès qui sont menés. Voilà, on sait d'expérience que les mobilisations qui réussissent, ce sont celles qui réussissent à jouer, qui ont du succès, qui arrivent à jouer sur les différents tableaux. Merci beaucoup Antoine Guéronnet pour cet entretien. Merci. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on aurait pu aborder et du coup j'invite vraiment tous les auditeurs à lire l'ouvrage. Il y a énormément de points sur lesquels on aurait pu continuer, donc j'ai vraiment foncé sur l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci Samuel.